les Français attendent un certain nombre de choses. La proximité en fait partie. Il se trouve que les prochains intervenantes de notre matinée vont justement nous dire ce qu'attendent les Français concrètement. Il s'agit de 366 et du cabinet Georges. Merci beaucoup, Christine. Je vais appeler à me rejoindre sur scène Sophie Renaud, directrice des études, et Dominique Lévy, pour nous restituer leurs conclusions sur où en sont les Français. Bon, il y a même un petit pupitre, écoute, c'est formidable, je vais pouvoir poser mes Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Je vais laisser Sophie, directrice des études de 366, commencer et nous présenter. Merci Dominique. Bonjour à tous. Je vous propose à présent, de notre point de vue, de faire le point justement sur l'état d'esprit des Français en cette rentrée 2023. En effet, face à une hausse des prix des produits alimentaires qui s'installent dans la durée, les Français s'adaptent encore un peu plus. L'objectif ici va être de comprendre comment ils réinventent la consommation, revoient leurs arbitrages, révisent aussi leurs attentes, tout cela face aux contraintes de l'inflation qui poussent d'ailleurs marques et distributeurs, on l'a vu, à réagir également. Ça marche? Ah non, ça ne marche pas. Ah, je ne sais pas quel bouton je dois actionner pour... Ah, d'accord. Voilà. Excusez-moi, merci. Alors c'est vrai que chez 366, nous travaillons depuis plus de 10 ans à décrypter les tendances majeures, comme les signaux faibles d'ailleurs, qui façonnent la société française et impactent la consommation de nos concitoyens au travers de l'étude français, etc. Le dernier opus, qui date de septembre 2022, qui a été réalisé en partenariat avec l'Institut BVA, nous faisait d'ailleurs nous interroger sur le fait d'être vraiment dans l'après-crise. L'idée s'installant que le fameux monde d'après, dont nous avons tous évoqué l'avènement, serait finalement un monde de bouleversement enchaîné. 3 sujets arrivaient en tête des préoccupations des Français: le pouvoir d'achat, la santé et le changement climatique. Les plus jeunes considérant ce dernier enjeu comme le plus important, quand les plus âgés se disaient d'abord inquiets de leur situation matérielle, personnelle, immédiate. En tout cas, le constat était le même pour tous. Chacun, dans chaque domaine de sa vie, arbitre comme il peut entre le présent et le futur, son intérêt personnel et celui du pays ou de la planète. Alors, 1 an plus tard, qu'est-ce qui a changé? Où en sont les Français? Comment l'inflation impacte justement la consommation et ce qu'ils en attendent? Quelles implications en matière de retail? C'est ce que nous avons cherché à comprendre en réalisant une nouvelle étude début juillet, une étude en ligne sur notre panel propriétaire 366 auprès de 1000 familles françaises. Et donc Dominique Lévy, CIO du cabinet de conseil Georges, va vous révéler, parce que c'est tout frais, les principaux résultats. Merci Sophie. Tu veux que je reprenne le Pavlov peut-être? Alors, on va commencer avec 2 chiffres qui ont pour vocation d'essayer d'attirer votre attention. C'est le sujet du jour, 40 et 20. À votre avis, de quoi est-ce que je parle quand je dis 40 et 20? Je ne vais pas durer longtemps. On n'a pas... Je parle de 2 choses qui mobilisent 70%, d'après un récent sondage IFOP, des conversations des Français en cette rentrée: la température et l'inflation. 40, symbolique de cette canicule dont nous semblons sortir aujourd'hui, ce dont je crois nous sommes nombreux à nous féliciter, en tout cas pour le moment, et 20% parce que c'est le taux d'inflation ressenti. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'est l'inflation réelle et le taux d'inflation ressenti, mais 40, c'est effectivement une température qu'on a dépassée, notamment dans le sud de la France, à un grand nombre d'occasions. Et si on suit un panier de 38 produits, comme le fait Circana ex-IRI depuis maintenant 2 ans, l'inflation réelle à 2 ans ou à 1 an et demi, puisqu'on a commencé en janvier 2022, elle est de 23%. C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Et si je vous dis que c'est la fin du monde et la fin du mois, vous allez me dire rien de nouveau sous le soleil brûlant. Pour autant, c'est bien là que nous sommes. Alors l'inflation, elle intervient dans un contexte qui n'était pas un ciel serein. Je vais vous demander un tout petit temps de rétrospective et de zoom arrière pour vous dire pourquoi nous considérons que cette inflation est un catalyseur, un accélérateur et un transformateur durable du rapport à la consommation, voire le moment où nous allons, osons-le, sortir d'une certaine société de consommation. Vous allez réentendre des choses que vous savez. On a vécu beaucoup de choses ces dernières années. On a vécu plus de choses au cours de ces dernières années et plus de choses quasi impensables qu'au cours des 10 ou 15 dernières années précédentes. Je vous en rappelle 2-3, au cas où vous les auriez oubliés. Les gilets jaunes.
Ça paraît loin hein, et ça paraît pas grand-chose. Mais pourquoi est-ce que je commence là? Parce qu'au moment des Gilets jaunes, ce qu'on a vu, c'est que les problématiques de consommation se sont installées dans la vie publique et notamment la vie politique de ce pays. Les Gilets jaunes, pour paraphraser le titre d'un livre, c'est la révolte des budgets contraints. Et rappelez-vous, parmi les actions des Gilets jaunes, au-delà d'occuper les carrefours, qui sont des hauts lieux de l'activité commerciale, il y a aussi eu aller remplir son caddie chez Carrefour, cet endroit qui était devenu inaccessible. Pourquoi ça crante quelque chose dans le rapport à la consommation? Parce qu'au moment des Gilets jaunes, un grand nombre d'individus ont réalisé que leurs difficultés de fin de mois ne leur étaient pas personnelles et que ça n'était pas eux qui étaient en train de se déclasser, mais pour reprendre un verbatim que j'ai entendu à l'époque dans une étude qualitative, que c'était le système qui déconnait. Premier signal d'alarme sur le système et la société de consommation. Deuxième signal, qui n'est pas un signal d'alarme, mais qui est un grand moment dans la vie des consommateurs et dans la relation à la consommation, le Covid. Là aussi, un verbatim d'une consommatrice, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout le temps obligé de consommer de l'argent. J'entendais encore en venant ce matin Dominique Schelcher, qui était l'invité de la matinale d'Inter, qui disait que les gens ont pris un certain nombre d'habitudes de consommation différentes au moment du Covid et pour une grande partie, ils les conservent. Ne nous y trompons pas, le Covid et les confinements n'ont pas laissé que des traces négatives, loin s'en faut, dans l'esprit de nos concitoyens, dans nos esprits. Ça a été un moment de pause. Ça modifie durablement, on l'a beaucoup dit, le rapport au travail. Ça modifie aussi le rapport à la consommation. On a dû consommer autrement, on a découvert qu'on pouvait consommer autrement et on s'est découvert, et je vais y revenir, des ressources et une capacité de résilience sur laquelle un grand nombre de gens continuent à capitaliser aujourd'hui. Et puis la crise climatique, je la mets là, je pourrais la mettre partout, parce qu'en fait ça fait des années qu'elle est présente, et comme le rappelait Sophie, qu'elle est dans les sujets de préoccupation majeurs des Français. Mais la crise climatique, c'est aussi une remise en cause du système de consommation. Aujourd'hui, on a plus de 8 Français sur 10 qui sont d'accord quand on leur propose cette formulation. La façon dont nous vivons n'est pas durable. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Alors quand vous avez ces trois éléments qui sont autant de moments de remise en cause de la nature et de la façon de vivre la consommation, du rapport à la consommation, eh bien, quand l'inflation arrive, on est obligé de changer. C'est une contrainte majeure, c'est une contrainte qui a été ressentie, et on va y revenir, qui est ressentie de façon extrêmement forte par nos concitoyens. Et pour reprendre les propos de Michel-Édouard Leclerc, avec lequel j'avais eu la chance de publier un petit ouvrage, c'est un changement de statut de la consommation et de stratégie de construction du caddie. Et le mot est important, stratégie de construction du caddie. Tous les distributeurs vous racontent aujourd'hui à quel point les consommateurs sont devenus des stratèges, des experts, des maîtres de la consommation. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Je vous le disais, une recherche de rééquilibrage de tout, le rapport au travail, le rapport au temps. Des gens nous disent qu'en consacrant du temps à bien économiser, à bien chercher les promotions, ça leur rapporte plus d'argent qu'en travaillant davantage. Un rapport à soi et aux autres. Est-ce que je me définis par la consommation? Non, de moins en moins. Est-ce que la consommation contribue à mon bonheur et à mon plaisir? Oui, mais aussi à travers le fait que je la maîtrise. L'expérience de shopping, le fait de se faire plaisir en magasin existe toujours. Mais le fait de savoir qu'on n'est pas en train d'être pris dans une espèce de système qui nous domine participe également du plaisir de consommer. L'impact est là et il est massif. C'est pour ça que, comme ça touche tout le monde, ça aura une résonance systémique durable. Évidemment, 98% des Français ressentent la hausse des prix. Je ne sais pas qui sont les 2% qui nous ont dit non, mais peut-être que c'est la preuve que dans nos panels, on a des familles très riches. 93% comptent à moins de 10 € près quand ils font les courses, 30% à moins de 1 € près, nous disent-ils. 88% associent désormais le terme consommation et le terme inquiétude. Et cet été, 58% pensaient encore que le plus dur est devant nous. Donc on est bien dans quelque chose qui est massif. Et parce qu'il est massif, parce que tout le monde en parle et que tout le monde est dedans, alors il est une remise en cause, encore une fois, du système et de la façon dont nous consommons. 78% des Français nous disent avoir changé leur façon de consommer. Et je voudrais attirer votre attention sur ce chiffre parce que pour moi, il est le signe de cette consommation résiliente et du fait que nous avons trouvé et que nous continuons à trouver des solutions. 68% répondent oui à la question « Je pense avoir trouvé les moyens de tirer le maximum de mes ressources ». Mais comment font-ils? Ils font beaucoup de choses. Ils se privent, vous l'entendez quotidiennement, et il y a à peu près 25 à 30% des Français pour lesquels la privation est devenue le moyen majeur d'arbitrer et de réguler sa consommation. Ils ont aussi trouvé beaucoup de nouveaux repères. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'entre le prix et la marque
la hiérarchie, en quelque sorte, de la capacité à délivrer de la valeur à un produit et à changer, ça en fait partie. Mais le repère, c'est aussi la provenance, c'est aussi d'autres façons, le score, le Nutri-Score, le plaisir qu'on va tirer du fait de transformer soi-même le produit, le côté relationnel qu'on va trouver dans la seconde main, bref, plein de nouvelles façons de donner de la valeur à un acte d'achat et à un produit. On est dans le contrôle et l'optimisation, avec au milieu de tout ça, je n'ai pas le temps, je pourrais presque prendre la matinée, mais tout ce qui tourne autour du gaspillage, du contrôle du gaspillage, qui est extrêmement important, hein, donc on est bien dans l'idée qu'on va tirer le mieux de chaque chose. Et puis, l'anticipation, avec notamment une espèce d'expertise sur les cartes de fidélité, les promotions, les programmes de cashback, les bons plans, qui en font, mais véritablement, des auto-entrepreneurs de la consommation. On est dans une espèce de nouvelle économie domestique où la consommation est un sujet d'expertise, voire de culture, hein, parce qu'il faut savoir, il faut apprendre et on partage. Et c'est en train de changer, et ça change, je pense, de façon totalement inattendue. N'oublions pas que là-dedans, ça n'est pas simple. 93% des familles disent qu'elles font des efforts. Rendez-vous compte, 93%, donc 45%, beaucoup d'efforts. Quand on est en face d'une France qui fait des efforts, qui se serre la ceinture, pour reprendre une expression, mais qui en même temps n'est pas trop mécontente, la question de qui m'aide, qui contribue le plus aux efforts, peut être posée. Les réponses étaient multiples, vous le voyez, mais ce qui sort en premier, avant même les pouvoirs publics et malgré les boucliers et les quoi qu'il en coûte, c'est la grande distribution. On assiste en ce moment à une espèce de tripartition, une espèce de théâtre entre la distribution, les marques et le consommateur, ou les distributeurs, y compris Carrefour, dont on dirait que Alexandre Bompard a passé son été avec Michel-Édouard Leclerc. Ils sont tous en train de se poser en défenseurs du consommateur. Alors pourquoi Leclerc gagne des parts de marché chaque mois? Probablement parce que il est là depuis très longtemps sur ce créneau et que, effectivement, quand on regarde les indices prix dans les panels de distributeurs, ils sont authentiquement bien placés sur le sujet. La distribution joue donc un rôle très particulier, pas celui d'un sauveur, mais en tout cas celui d'un aidant. Et ça dépasse le fait d'être un simple distributeur qui distribue les produits par d'autres. Ça devient véritablement un acteur majeur de la consommation. Je vais aller vite. Je vous invite à regarder les petits chiffres parce que c'est toujours ça qu'il faut faire. Ceux qui sont en volume en dessous, c'est issu de Circana, donc du panel du distributeur. Les grands groupes voient leur volume baisser en ce début d'année, donc sur les 8 premiers mois de l'année, de 8%, quand les marques distributeurs économiques voient leur volume progresser de 14%. Ça n'est pas qu'un effet de prix, c'est aussi un effet de révision des critères et des priorités à l'intérieur des assortiments et des choix que font les distributeurs eux-mêmes. Alors, Sophie le disait, l'animation n'est pas dans le bon sens, mais ce n'est pas grave. C'est pas nouveau et c'est la thèse que nous défendions déjà quand nous avons produit Français la dernière fois. À l'époque, je m'appelais BVA. Les arbitrages qu'on a tous à faire, c'est entre le temps court, le temps long, faire des choses qui sont bien maintenant mais qui seront peut-être pas bonnes pour plus tard, et l'individuel et le collectif. Ça n'a rien de rocket science, comme on dirait, mais c'est très structurant, finalement, de la manière dont nous nous représentons tous notre consommation et plus largement nos problèmes. Il faut faire face à la fin du mois, il faut anticiper, prévoir. La collecte d'épargne ne baisse pas, mais quand on demande aux gens pourquoi ils épargnent, à 73%, c'est pour faire face à l'imprévu. Donc c'est pour se protéger et pas pour se projeter. Et c'est très important. Il faut faire ensemble. On a pris ici une image des Restos du Cœur parce que c'est l'actualité, mais vous voyez ce qu'on veut dire quand on parle de solidarité et beaucoup d'ailleurs de micro-solidarité et de solidarité collective, locale. Et puis pour la fin du monde, j'ai envie de vous dire, et c'est ce que nous disent les gens dans les études, on va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut, mais là pour le coup, ça serait quand même bien que d'autres, plus puissants, plus grands, les marques, les distributeurs, les pouvoirs publics, fassent aussi ce qu'ils peuvent, et sans doute ils peuvent beaucoup plus que nous. Alors, au milieu de tout ça, qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce qui va modifier durablement la consommation, Sophie ? Ce qu'on comprend en tout cas, c'est qu'on peut dire que le consommateur est plus que jamais kaléidoscopique, comme on avait énoncé dans notre dernier opus justement de Français, qui compose et qui organise des figures ou des stratégies d'adaptation qui vont être dissemblables suivant les secteurs de consommation et d'intérêt. Et qu'en matière de retail, il compte sur les marques, on l'a vu, les distributeurs, pour parvenir à préserver ce que certains appelleront son pouvoir d'achat, mais qui est en réalité sa qualité de vie. Donc effectivement, la question peut se poser aujourd'hui. Est-ce que ces tendances détectées en 2022 vont se dissoudre dans le temps ? A priori non, pas dans l'immédiat en tout cas, parce qu'elles rejoignent, on l'a vu, les impératifs posés par l'inflation, à savoir consommer moins,
consommés alternatifs, vertueux, et puis intenses par moment, par souci de compensation. En tout cas, des tendances qui ont du sens, qui sont durables car structurantes, et qui s'avèrent un peu plus pertinentes pour figurer une représentation nouvelle de la société française actuelle. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour vous présenter nos études 366. C'est vrai qu'on essaye de faire des outils un peu concrets pour qui souhaitent comprendre les consommateurs d'aujourd'hui et de demain, afin d'élaborer des communications plus justes et plus efficaces. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Sophie d'avoir été encore avec nous pour cette étude qu'on adore chez CB News. Je pense que le marché aussi, tous les 2 ans, français, française, et pour cette analyse réactualisée.